Pourquoi cette conférence? Eh bien, tout simplement parce que demain, c'est les 5 ans, c'est l'anniversaire des 5 ans des accords de Paris et on a trouvé que c'était une bonne occasion pour, parler de ces négociations climat. C'est un cours que je donne régulièrement aux étudiants et en discutant avec Antoine, on a réalisé que tous les 2 on parlait régulièrement de ce sujet devant des étudiants et on a décidé de le faire ensemble du coup. On a fait le quiz, Antoine, du coup, je te laisse la parole pour attaquer le début de cette conférence. Ouais, merci Cédric. Comme je vous le disais, on a préparé ça avec Cédric ces derniers jours en se disant que ça valait le coup à la fois de partager évidemment des choses sérieuses. Donc, on va tourner aussi autour des fondamentaux de ce que c'est que les négociations climatiques à l'échelle internationale et elles remontent à loin. Vous allez voir, on a construit une petite frise en fait avec un certain nombre d'années clés sur lesquelles on va rebondir à la fois avec des fondamentaux et des analyses qu'on a pu avoir, lui et moi, sur ces différents passages, ces différents jalons, mais aussi avec des témoignages directs ou avec des personnages précis pour essayer de donner un peu de dynamisme et on espère que ça va vous plaire. Donc, comme Cédric et moi, on passe beaucoup de notre temps sur Mural, on s'est dit qu'on allait rester cohérent et donc on a créé cette frise sur Mural. Donc Cédric, là, c'est moi qui partage, c'est ça? Alors, tu peux partager si tu as des choses à montrer, tu pourras aussi Ouais, donner l'URL de celle que tu as copiée pour que tout le monde puisse s'amuser dessus et rajouter des choses. ouais, tout à fait. Pour l'instant, tu peux partager, ouais. Je vais le faire tout de suite, comme ça, merci de me l'avoir rappelé. Je vais vous partager sur le chat un URL qui a reproduit en fait le mural tel qu'on l'a construit avec Cédric. Et du coup, vous pourrez aussi, pourquoi pas, l'alimenter de plus de choses. Si j'arrive, alors voilà, je vais enlever le partage, désolé. Et vous pourrez l'alimenter de plus de choses, éventuellement des questions, mais comme vous l'a dit Cédric, utilisez plutôt le Q&R pour les questions, ça sera quand même plus simple. Vous pourrez voter et du coup faire remonter les questions qui vous intéressent le plus de monde dans la salle. Alors, je reviens à ma petite frise. Et voilà, vous la voyez normalement en partage d'écran, j'espère en tout cas. Voilà à quoi ça ressemble en global. Je vais m'orienter du coup vers le début de l'histoire qu'on vous a préparé, car certes, on ne commence pas les COP, en tout cas pas encore, mais on ne pouvait pas ne pas commencer un pitch sur les négociations climatiques et les grands jalons qui ont segmenté comme ça les prises de conscience, puis les volontés d'agir, avec ce fameux rapport Meadows, dont certains peut-être connaissent plus ça sous le nom du rapport du Club de Rome, qui est paru en 72 avec un très mauvais titre traduit en français, puisque en anglais c'était The Limit to Growth, et ça a été traduit assez malencontreusement, il faut bien le dire, en français par Halte à la croissance, ce qui a fait beaucoup réagir à l'époque au niveau politique. On n'était pas nés, mais ça a été vraiment interprété par le milieu politique français comme étant un rapport d'écolo, dans le mauvais sens du terme, là je les cite, hein, et ça a créé quelques problèmes. Moi, pourquoi on commence par ça? Parce que en fait, ce rapport, c'est intéressant parce qu'il a été republié à plusieurs fois, et toujours par le couple Meadows, ainsi que des chercheurs du MIT, en 92, en 2004 et plus récemment en 2012, sans changer véritablement les courbes, ou en tout cas pas de manière significative. Et il est toujours, alors que c'est quand même un rapport qui a fait son temps, il est toujours intéressant à lire, notamment sur les thématiques que sont les nôtres, et notamment autour de la thématique du climat, même si le Club de Rome, enfin le rapport Meadows, traite de systémie encore plus globale que la seule équation climatique. Donc là aussi, en fait, c'était pour vous donner un peu le ton qu'on veut donner à la conférence. On se pose toujours la question avec Cédric s'il faut voir le verre à demi plein ou à demi vide. Bah, le rapport Meadows, c'est un petit peu ça. Et c'est d'une autre manière aussi, quelques années plus tard, qu'est apparu un autre rapport, qui est un rapport très connu, qui a aussi fait beaucoup parler de lui, qui est le rapport Brundtland en 1987, et qui a fait ressortir cette fameuse définition qui occupe beaucoup de discussions de fresqueurs autour du développement durable. Alors certes, le développement, il y a une empreinte autour de ce terme qui est assez compliquée, et qui peut parfois être contestable, mais n'empêche que c'est une définition qui a fait son chemin et qui est reconnue aujourd'hui par énormément de parties prenantes. Donc le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité, et le terme capacité en soi est très intéressant puisqu'il a été repris et mis au goût du jour avec les notions d'empreinte écologique, etc. Donc ces deux premiers rapports-là sont en quelque sorte les prémices de ce qui a installé un cadre de négociation climatique sur lesquels, Cédric, je te propose de continuer. Très bien et donc je reprends la main sur, Mural si tu peux me suivre et donc voilà,
ce qui se passe. Voilà, je voulais enchaîner avec cette image de James Hansen, qui est le directeur du Goddard Institute for Space Studies, c'est-à-dire une agence de la NASA. Nous sommes en 1988 et il était en train de témoigner devant le Sénat américain parce qu'à cette époque-là, il y a une canicule très importante aux États-Unis et on parle depuis peu d'une nouvelle notion qui s'appelle global warming. Et les politiques veulent savoir si la canicule actuelle peut être liée à cette histoire de global warming et, et du coup qui serait d'origine humaine. Donc James Hansen, qui travaille lui avec ses équipes sur la température globale de la Terre, s'avance un petit peu et parce que vous allez voir que le rapport du GIEC est beaucoup plus prudent par la suite, mais lui il dit que d'après ses convictions à lui, oui, c'est bien dû à l'homme. On est en 1988, c'est également l'année où se crée le GIEC. Donc IPCC en anglais, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est créé à la demande de l'ONU. Il est sous la tutelle de l'UNEP et du WMO, l'organisme de la météo. Et il va ensuite donner lieu à des rapports que vous voyez ici sur la frise. Le premier rapport, First Assessment Report, en 1990, le deuxième en 1995, et ainsi de suite. Et ces rapports vont marquer les esprits, notamment le premier, puisqu'il arrive juste avant le moment où on va organiser le sommet de la Terre à Rio. Antoine, sur le GIEC, alors on peut peut-être, vous avez l'accès normalement au mural, et donc vous allez pouvoir suivre ce qu'on vous dit sur le mural si vous le souhaitez. Je propose qu'on arrête le partage d'écran maintenant et qu'on continue en direct, Antoine. Yes, tout à fait d'accord. Oui, non, ce que je voulais préciser, notamment sur le GIEC, et c'est ce qui fait sa force hein, entre nous, je ne connais pas de processus aussi rigoureux qui agrège comme ça la connaissance scientifique sur des pas de 6 à 7 ans, et avec un processus d'audit et de certification et de validation du contenu des rapports. J'envoie à la salle cette question ouverte. Est-ce que vous connaissez un équivalent dans la science ou autre, qui permet, avec autant de rigueur, d'asseoir finalement une forme de consensus sur la connaissance scientifique du génie humain sur un sujet en particulier, et ici en l'occurrence du climat. Et c'est toujours important de le rappeler, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font beaucoup d'animateurs en introduction de la fresque, pour dire vraiment que la fresque et les 42 cartes, c'est une histoire de faits, et ce n'est pas une histoire d'opinion, ça c'est quand on bascule dans le débrief, mais c'est d'abord les faits qui comptent. Et c'est ça aujourd'hui la signature du GIEC qui pour moi est un processus inédit en fait à l'échelle internationale de rigueur et de qualification de données consensuelles. Alors je continue. Attention, on est en train déjà de déraper sur notre timing, Antoine. Pour dire que 90, c'est le premier rapport du GIEC qui sort. Et justement, 1992, il y a le troisième sommet de la Terre. Donc les sommets de la Terre, c'est tous les 10 ans. Le premier avait donc lieu en 72. Et celui-là, il a lieu à Rio. Et donc, il a lieu 2 ans après la sortie du premier rapport qui a commencé à faire du bruit. Donc maintenant, ça y est, on parle de réchauffement climatique, on parle de changement climatique. Et la conséquence, c'est qu'à Rio, au lieu que ce soit un sommet de la Terre parmi quelques initiés, bah, les chefs d'État viennent tous au chevet de la planète. Et ça va être un grand moment onusien pour parler du climat. Et notamment, ça va être l'occasion de créer la CNUC, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui se dit en anglais UNFCCC, et qui est l'organe qui organise les négociations sur le changement climatique. Donc, on entre enfin dans le cœur de notre conférence, qui est l'histoire des négociations climatiques qui démarre avec la création de la CNUC en 1992. Antoine? Oui, alors il y a quelque chose d'extrêmement marquant et dimensionnant et structurant à cette année 1992, c'est la naissance et la reconnaissance, surtout d'un concept qui est un concept central et qui guide toutes les négociations depuis lors. C'est le concept de responsabilité commune, mais différenciée. C'est sans doute d'ailleurs le point dur des négociations depuis 30 ans. On va en reparler après de manière successive. Qu'est-ce que ce concept de responsabilité commune et partagée? C'est simplement une traduction politique de ce que révèle la science. Le CO2 qui soit émis de Paris, de Sydney, de Tombouctou, de Beijing ou je sais quoi encore d'autre, ça revient strictement au même du point de vue du climat.
Par contre, la responsabilité, elle est différenciée dans le sens où on comprend bien que c'est un cumul des émissions qui génèrent ce dérèglement climatique et que du coup, les pays historiques ont évidemment un rôle plus important à prendre dans l'effort à entamer d'atténuation. Donc finalement, ce concept-là qui a été défini en 1992, c'est le fil de conducteur de toutes les négociations qu'il y a chaque année et qui sont entamées chaque année au sein des COP. Alors, c'est l'occasion de vous donner les résultats du premier sondage, puisque la personne qui a dit que le mode de vie des Américains n'est pas négociable, eh bien, c'était George Bush père. Il l'a dit à ce moment-là, au moment du sommet de la Terre à Rio en 1992. Et ce n'est pas George Bush Junior, comme je le pensais moi-même il n'y a pas longtemps, en fait, Mm. pour tout vous dire. Donc on a cette CNUC qui s'est enfin mise en place et qui va travailler pour donner lieu à la première COP. Donc ils n'ont pas chômé, puisque la première COP a lieu en 1995 à Berlin. Et donc c'est un moment qui est, donc les COP, ça veut dire Conference of the Parties. C'est un terme qui n'est pas réservé au climat, en fait, hein. Tous les organismes onusiens ont des COP. Le mot parties en anglais signifie les choses qui sont, qui sont parties à cette CNUC. Donc, ce qu'on appelle les parties à la CNUC, c'est les États. Donc, la conférence des parties, c'est la conférence des États qui se réunissent en mode onusien pour discuter. Nous sommes à Berlin pour la COP numéro 1. Et le deuxième rapport du GIEC sort la même année, en 1995. Et au passage, je voulais vous faire remarquer qu'il y a très souvent eu un rapport du GIEC 2 ans avant des moments importants. Je vous montre ça sur la frise. Je partage l'écran. Et hop. Alors, voilà, ici, vous voyez que le premier rapport du GIEC était juste avant le sommet de la Terre à Rio. Le deuxième était juste avant Kyoto, dont on va parler dans pas longtemps. Le quatrième était juste avant la COP de Copenhague et le cinquième juste avant la COP de Paris. Voilà. Et le sixième, il sera l'année prochaine, normalement, donc en même temps que la COP 26. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Alors, donc la première COP a lieu en 95 et pas longtemps après, juste 2 ans plus tard, on est en 97 et c'est déjà le protocole de Kyoto. C'est-à-dire que dès la troisième COP, 2 ans après le démarrage des négociations climat, on a un protocole qui est le premier du genre, c'est-à-dire que des États prennent des engagements contraignants sur le changement climatique. Donc le protocole de Kyoto, ça consiste à réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2008-2012 et par rapport à 1990. Donc on va prendre quelques minutes pour parler de ce protocole de Kyoto et du mécanisme qui est derrière. Il a été décidé à Kyoto d'avoir un mécanisme qui s'appelle du cap and trade, c'est-à-dire qu'on met un cap, c'est-à-dire une valeur limite aux émissions sur un périmètre donné, en l'occurrence c'est un certain nombre de pays, et ensuite on fait baisser le cap d'année en année, et le mot trade est là pour dire que ceux qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs vont pouvoir les échanger sur un marché. Antoine, je te laisse la suite pour les explications du cap and trade et des autres mécanismes. C'est vrai que c'est un moment important, Kyoto, notamment au niveau politique, évidemment, mais ce qui a permis de lancer par la suite. Et là, on est typiquement, s'il faut faire des parallèles avec la maturité de marché, on est sur un foisonnement d'outils techniques hein, visant à répondre aux enjeux de stratégie d'atténuation, de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le cap and trade, mais aussi, on va en parler, d'autres mécanismes comme la taxe carbone ou les taxes carbone, plus exactement, eh bien, sont deux fers de lance, finalement, de la mise en œuvre de stratégies d'atténuation, en tout cas de volonté de piloter la baisse des émissions. Et le cap and trade, comme le disait Cédric, c'est de combien j'ai le droit d'émettre, et si j'ai au-dessus, je paye, et si j'en fais moins, je génère des crédits que je peux vendre à d'autres. Donc, c'est vraiment un mécanisme, finalement, et ce n'est pas un seul mécanisme. D'ailleurs, il y a eu plusieurs cap and trade qui ont été mis en œuvre au sein de différentes régions du monde.
Mais le processus onusien, ça a été une manière de tester et de lancer ce type d'objet qui a une valeur assez pragmatique, hein, finalement, parce que ce système de cap and trade et de bourse de CO2 parfois, c'est une manière finalement d'aller financer la tonne de CO2 évitée la moins chère. Donc on est sur une approche extrêmement pragmatique qui est empreinte finalement du capitalisme moderne autour des marchés et de la bourse, et donc forcément qui se heurte aussi à des concepts profonds liés aux parties prenantes qui réfléchissent à comment répondre à l'enjeu climatique. Et certains sont très éloignés, pour ne pas dire plus, d'utiliser des concepts de marché et du capitalisme moderne pour mettre en œuvre une stratégie d'atténuation. Donc c'est vrai qu'il y a eu à la fois des affrontements de valeurs, de systèmes de valeurs en fait, entre utiliser du cap and trade ou utiliser des taxes, on va y revenir. Mais finalement, ça a donné lieu, ce protocole de Kyoto, et toutes les années qui ont suivi après, pendant environ 10 ans, à un foisonnement d'outils, typiques finalement de marché, ou en tout cas de considérations qui ne sont pas matures, et on était là pour tester, quoi, et pour voir si ça marchait, et si on arrivait à vraiment baisser les émissions. Donc il y a du plus et il y a du moins hein, dans ces trucs-là. Vous êtes on plonge complètement dans la dynamique onusienne avec beaucoup de vocabulaire, des concepts compliqués. Donc, il y a le cap and trade, mais vous avez aussi les échanges de certificats avec des CDM, des GI, des CIR. Enfin bon, bref, on ne va pas prendre le temps de rentrer dans tous ces détails techniques. Et puis peut-être qu'il y a des questions, vous nous inviterez pour le faire un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est un moment technique, en fait, post-négociation politique avec Kyoto, de mise en œuvre et de test d'outils économiques qui ont permis plus ou moins de baisser les émissions, puisqu'il y a eu des espèces de rentes de situation, notamment en Russie, avec des négociations de cap, donc de niveau d'émissions premiers qui avaient été assez surdimensionnés à un moment et qui a généré un certain nombre de crédits beaucoup trop importants et qui a fait plonger d'ailleurs pour l'EU ETS, pour le cap and trade européen, qui a fait plonger la tonne de CO2 à des niveaux beaucoup trop faibles pour financer les stratégies D'ailleurs, d'atténuation. à propos de la Russie, il y a une anecdote assez rigolote et cocasse, c'est que le protocole de Kyoto est entré en vigueur en 2005 grâce à la Russie. Alors, comment ça se fait? Est-ce que les Russes sont des super écolos? Alors, pas du tout. En fait, quand le protocole a été mis en place, il y avait ce système de cap and trade, et donc la Russie, qui venait juste de subir la chute du mur et la grosse dépression qui a suivi, elle avait baissé ses émissions naturellement, enfin de façon subie, Mm. et du coup, donc non seulement elle respectait d'entrée de jeu ses obligations de réduction, et elle était même en dessous. Et le fait qu'elle soit en dessous, ça lui a permis, dès qu'elle est rentrée dans le système de Kyoto, de récupérer de l'argent via les quotas et les certificats de réduction d'énergie, de réduction d'émissions. Voilà. Donc c'était très opportuniste de leur part. Maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ben, euh, ça illustre à quel point le mécanisme du cap and trade, il est pragmatique. C'est-à-dire que s'il faut en passer par là, s'il faut en passer par, on va faire en sorte que certaines personnes, que certains États gagnent de l'argent avec le mécanisme, et du coup, ben, ça va permettre au mécanisme d'entrer en vigueur, et ben, ma foi, pourquoi pas. Donc, on peut discuter de la moralité du mécanisme, mais il est très pragmatique, et ça a été jusqu'à ce que, pragmatique au point que il est rentré en vigueur sur un espèce de malentendu, et la Russie qui est le dernier signateur qui permet d'atteindre les montants adéquats. Parce qu'en fait, les conditions pour qu'il rentre en vigueur, c'était qu'il y ait 55 États et 55% des émissions mondiales qui sont impliquées dans le, dans l'accord. Alors, pourquoi on n'y était pas? Pourquoi ça a autant traîné? C'est parce que les États-Unis ne l'ont pas signé. En fait, il aurait fallu que la Chine et les États-Unis le signent, et puis on était quasiment aux 55% d'émissions. Et c'est là que ça n'a pas marché, parce que le Sénat américain s'y serait opposé, et ça n'a pas fonctionné. Et donc, il a fallu attendre longtemps pour réunir suffisamment de pays pour atteindre les 55%. Voilà. Et ça a été fait grâce à la Russie. Autre chose, Antoine, ou je passe sur la... Est-ce que tu veux nous sur la donner quelques partie mots sur le pendant du cap and trade, qui est la taxe carbone, du coup? Ouais. Alors, en effet, que l'on parle des États ou des entreprises, il y a deux grands mécanismes pour... il y en a d'autres, mais il y a deux grands mécanismes majeurs pour baisser les émissions de CO2. C'est le cap and trade d'un côté et la taxe carbone de l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi le cap and trade au niveau de Kyoto? C'est parce que les États-Unis ont poussé pour ce mécanisme-là, parce que
dans Cap and Trade, il y a trade, et trade, ça veut dire le marché, et les Américains, qui sont très libéraux, aiment beaucoup les histoires de marché et le fait qu'on puisse négocier des quotas entre États. Le même mécanisme de cap and trade peut être utilisé entre des entreprises, ce qui est le cas, par exemple, de l'EU ETS au niveau européen, c'est-à-dire le marché des quotas européens qui concerne la moitié des émissions européennes et qui sont des émissions centralisées dans des installations, des grosses installations industrielles. Donc le principe est toujours le même, on met un maximum, on le fait baisser chaque année, et ceux qui ont fait mieux que les autres peuvent vendre des certificats aux autres. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va permettre d'aller directement enfin, d'aller financer prioritairement les endroits où ça coûte le moins cher d'économiser du CO2. Et ça, c'est une bonne chose et c'est assez logique. Donc voilà la logique derrière les quotas, les marchés et les quotas. Maintenant, qu'est-ce que ça permet de faire en termes de volume et en termes de prix du carbone? Avec les quotas, on est garanti d'avoir des volumes d'émissions qui sont sous contrôle, puisqu'ils sont capés et ils descendent chaque année. Les conséquences, par contre, sur le prix du carbone ne sont pas connues à l'avance. Elles dépendent du marché. Et c'est là que ça pose un problème aux entreprises. Et aujourd'hui, on le sent au niveau de l'Europe. Ce marché des quotas européens ne permet pas aux entreprises d'y voir clair sur le long terme au niveau du prix du carbone, et ça les empêche de faire des investissements. Alors c'est un peu con, mais à défaut d'avoir un prix, elles font comme s'il n'allait pas y en avoir, et du coup, elles ne font pas les investissements. Et le jour où le cap est suffisamment descendu pour qu'on soit en pénurie de quotas, le prix explose, et à ce moment-là, elles vont voir la Commission européenne pour lui dire: ah non, mais là, c'est pas possible, hein, si vous nous laissez le prix à ce niveau-là, nous, on va mettre 10 000 personnes à la porte, et en plus, c'est vrai. Et du coup, bah, la Commission européenne recule et élargit la base des quotas pour que le prix redescende. La taxe carbone, c'est exactement le contraire. On met un prix fixé à l'avance, donc on taxe les énergies fossiles quand elles arrivent sur le territoire, et on laisse ce prix se répercuter partout dans l'économie. Donc ça permet aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus diffus dans l'ensemble de l'économie et pas centralisé juste sur quelques centrales industrielles. On connaît le prix, mais on ne connaît pas l'impact sur les volumes. Alors maintenant, ce qui est assez paradoxal dans cette histoire, c'est que les écolos qui devraient avoir envie de maîtriser les volumes et pas le prix, devraient préférer les quotas. Et les entreprises qui ont besoin d'avoir de la visibilité devraient préférer la taxe carbone. Et il se passe tout le contraire. Et pour des raisons de vocabulaire, en fait, et d'idéologie. Donc les entreprises préfèrent le cap and trade. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot marché et elles aiment bien les marchés. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'elles n'aiment pas globalement donner de l'argent à l'État, parce qu'elles n'ont pas très confiance dans sa capacité à le gérer correctement. Les écologistes, eux, de leur côté, ils ont préféré, ils ont plutôt choisi de la taxe carbone en termes de position politique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de taxer. Donc taxer, ça veut dire, c'est quelque chose de négatif. Donc c'est taxer les pollueurs, taxer les méchants qui polluent. Donc on est un peu dans ce vocabulaire du bien et du mal. Et il faut faire payer ces salauds de pollueurs. Donc la taxe, du coup, ils aiment bien, alors que les quotas, bah, c'est non, c'est pas bien, c'est le marché, etc. Voilà. Et donc paradoxalement, il y a eu un amour des uns pour le mécanisme qui les désavantageait à l'arrivée. Et on ferait mieux aujourd'hui, au niveau des entreprises, de préférer une taxe à des quotas. Et quitte à garder les quotas, il s'agirait assez rapidement de mettre un prix minimum aux enchères et au prix du carbone sur ces marchés de CO2, sur l'EU ETS. Ça permettrait d'avoir un minimum de visibilité pour l'avenir sur le prix du carbone. Je te laisse la main. Oui, à noter en transition que les marchés du cap and trade s'attaquent à ce qu'on appelle les émissions centralisées, parce qu'on peut effectivement mesurer les émissions qui émanent des industries, des centrales électriques, etc., et qui couvrent souvent la moitié et tout juste des émissions d'un pays ou d'une région. Et la taxe, elle, c'est quelque chose qu'on implémente dans tous les produits et services qu'on vend. Donc, on touche ce qu'on appelle les émissions diffuses et qui sont non, on ne va pas mettre voilà, une mesure de CO2 à chaque pot d'échappement, par exemple. Donc, il y avait aussi cet enjeu de complémentarité qu'il a fallu construire et qu'il n'y ait pas forcément de double taxe,
comme ont su le dire certains industriels et leurs lobbies, pour éviter justement de trop subir la contrainte carbone. Parce qu'il s'agit bien de ça, c'est bien la contrainte carbone dont on parle. On va enchaîner sur le deuxième sondage. Cédric, est-ce que tu saurais comment partager les résultats à la question, peut-être qualitativement, si tu as les résultats sous les yeux? Et moi, Je je vais regarde. envoyer la vidéo. Alors, je vais peut-être vous le dire parce que je ne vois pas comment comment le mettre sous vos yeux. Je crois qu'il y a une grande majorité, enfin 49% des votants pour Johannesburg, qui est la bonne réponse. Bravo. Donc, bravo à vous. Et je voulais, on est en 2002, hein, c'est ça? Alors, on On est est en en 2000. 2002, et Ouais. cette fameuse phrase de Jacques Chirac, je vais vous la partager parce que vous Ok. l'avez tous, vous la connaissez tous, Je vais la mettre. mais vous ne l'avez pas forcément entendue en live. Et donc, Et la voilà suite Jacques est Chirac. intéressante. Voilà. Et écoutez la suite parce que c'est assez fort, c'est très très fort comme discours sur le climat. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Voilà, donc je vous laisse réfléchir et songeur sur la gravité des mots qui sont utilisés par notre ancien président de la République. Et alors certes, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais de là à acter d'un impact certain sur le mindset d'un certain nombre de politiques de premier plan dans le monde pour transformer véritablement le monde, il y a une petite distance, vous me l'accorderez. Cédric, tu avais une petite anecdote, je crois. Oui, alors je voulais vous parler maintenant, je vais repartager mon écran pour montrer une autre vidéo, et hop, je la mets en pause et je vous partage l'écran. Hop, voilà, c'est parti. Alors, on est à Bali. Oui, c'est bon. On est à Bali et on est en train de préparer le processus de négociation en vue de la COP de Copenhague. Et là, vous allez voir une prise de position des États-Unis suivie d'un recadrage par un tout petit pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ça va vous illustrer un petit peu le fonctionnement de l'ONU, c'est-à-dire que tous les pays ont la même voix. C'est très différent du mécanisme des assemblées comme le G7 ou le G20, où là, ce sont les grands pays qui règlent les affaires du monde. Donc, je vous laisse la vidéo pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Bombshell from the United States. I have to say that, the formulation that has been put forward, we cannot accept. Thank you. Thank you, United States. The US was booed as May I it asked continue? for more commitments from developing countries, provoking this from Papua New Guinea. And there's an old saying, if you're not willing to lead, then get out of the way. And I would ask the United States, we ask for your leadership. We seek your leadership. But if for some reason you're not willing to lead, leave it to the rest of us. Please get out of the way. And then Voilà une petite vidéo. Donc, c'était Kevin Conrad, qui est le porte-parole de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui recadre méchamment les États-Unis. Quelques minutes plus tard, ils reviennent sur leur position et ils acceptent de rentrer dans les négociations et de poser un cadre pour les négociations d'ici Copenhague. On est donc à Bali, on est en 2007 et on n'est pas loin avant la COP qui va suivre, la COP plus importante de Copenhague. 2007 également, pour rappel, c'était l'année où le GIEC et Al Gore reçoivent le prix Nobel de la paix. Donc, pas du tout un prix Nobel de physique, hein, c'est bien le prix Nobel de la paix. Et quand on se rappelle l'intitulé de la carte numéro 40 de la fresque du climat, on comprend bien pourquoi. Et on arrive en 2008, Antoine. Ouais, 2008, c'est une autre COP, donc c'est à Poznan que ça se passe, et c'est vraiment une COP assez importante dans la continuité de ce que vous disiez, Cédric, sur Bali, en préparatif de la COP 15
la bien connue COP de Copenhague, dont on va parler juste après. Mais qu'est-ce qui se passe à Poznan? Il y a au moins 2 éléments extrêmement structurants pour la suite qui sont négociés. Le premier, c'est qu'on reconnaît, j'ai envie de dire enfin, cette partie assez pauvre des politiques climatiques depuis la naissance des COP avec la COP 1 à Berlin, c'est la partie adaptation. Vous savez qu'il y a 2 pans à mener dans le cadre de cette équation climatique à résoudre. Il y a la politique d'atténuation dont on parle depuis le début, baisser les émissions de gaz à effet de serre, et il y a la partie adaptation au dérèglement climatique, parce que de toute façon, il y a un dérèglement en cours et il faut s'adapter, et de manière très différente d'ailleurs dans les différentes zones du monde dans lesquelles on se trouve. Et ça, depuis lors, jusqu'en 2008, il n'y avait quasiment pas de temps qui était dédié à la notion de politique d'adaptation et de financement de la politique d'adaptation. Et en 2008, c'est la première fois qu'on pose les bases de négociations régulières, du coup, et suivies et encadrées sur le financement de l'adaptation, qui depuis d'ailleurs, et je me permets de le dire, a donné quelques excès éventuels ou de craintes aussi des spécialistes de l'atténuation, parce qu'il ne faudrait pas que l'adaptation prenne un pas trop important cette fois vis-à-vis de l'atténuation, parce qu'il ne faudrait pas se dire, bon, bah, tant pis, on n'arrivera pas à atténuer, donc prenons de plein fouet ce réchauffement et adaptons-nous. Donc ça, c'est aussi le risque, évidemment, mais en tout cas, 2008 est une année connue pour les spécialistes de l'adaptation et pour ça. Un des deuxièmes points extrêmement structurants des négociations de Poznan, c'est le fait de reconnaître la forêt et le puits de carbone comme étant un des leviers qui peut nourrir une politique d'atténuation. Et qui est-ce qui a derrière notamment cette négociation dure? C'était la Russie, parce qu'elle savait, en préparation de COP15, de Copenhague, on y arrive, qu'elle pourrait user de ce puits de carbone que les fresqueurs connaissent bien pour pouvoir asseoir des objectifs contraignants, certes, mais pas trop ambitieux non plus. Voilà. Et le dernier point qui me semble extrêmement important aussi, parce qu'il nous occupe pour Copenhague et pour toutes les années qui ont suivi jusqu'à 2015 et cette fameuse COP21, c'est indéniablement la reconnaissance mondiale d'une forme de leadership européen des négociations climatiques internationales au sein de l'ONU, avec les 3 x 20, je ne sais pas si ceux qui suivaient déjà à l'époque ces objets se souviennent du 3 x 20, moins 20% de gaz à effet de serre à horizon 2020 par rapport à 90, 20% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale et 20% d'efficacité énergétique. Bon, il n'y avait pas d'année de référence, donc ce qui nous a fait dire que cet objectif-là serait tenu dans tous les cas. Mais globalement, le 3 x 20 a marqué, si vous voulez, les esprits. Et on est au niveau politique aussi, donc ce n'est pas que des techniciens, mais a marqué au niveau politique un engagement ambitieux de l'Europe par rapport au reste du monde. Et ça a entraîné une forme de dynamique qui a permis d'aller chercher d'autres objectifs à Copenhague. Et donc, on arrive à Copenhague. Oui, alors Copenhague, et je vais te passer la suite, Cédric, c'est quand même une situation tout à fait particulière. D'ailleurs, moi, personnellement, pour tout vous dire, c'est la première COP que j'ai suivie vraiment en détail, c'est-à-dire au jour le jour et quasiment heure par heure. Pourquoi? On était en pleine crise financière internationale qui avait commencé avec la chute de Lehman Brothers une petite année auparavant. Et on était quand même dans une situation internationale très particulière. Hein. On parlait du monde d'après. Tiens, ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît cette année pour une toute autre raison qui n'est pas économique ou strictement économique, mais qui est sanitaire. Et pour ceux là aussi qui se souviennent peut-être de cette époque-là, il y avait des discours enflammés, des grands politiques de ce monde qui disaient « la finance, c'est terminé, il faut passer à autre chose, il se trouve qu'on a l'environnement devant nous, c'est un sujet majeur, réglons ce sujet, ce problème, et profitons de régler ce sujet pour construire un monde meilleur. » Et je me souviens, et moi j'étais peut-être naïf à l'époque ou peut-être trop jeune pour croire finalement qu'un certain nombre de grands présidents de ce monde livraient des discours mais enflammés sur le climat et sur l'importance de juguler le climat dans les 10 ans et qu'il fallait changer de monde de manière radicale en s'appuyant sur des données très économiques. Le rapport Stern, qui a marqué aussi les esprits, il sortait certes en 2006, mais il a été très largement utilisé en 2009 et à la conférence de Copenhague pour dire qu'il fallait payer tout de suite, sous peine de payer beaucoup plus cher plus tard. Et ça, c'est une forme de succès finalement de Copenhague, qu'on peut encore une fois regarder comme à chaque fois comme un verre à demi-plein ou à demi-vide. Là, je vous ai fait la partie plutôt à demi-plein, mais on peut aussi très largement regarder cette conférence comme le verre à demi-vide, notamment, et je prendrai un exemple, sur le foisonnement des objectifs qui ont été annoncés pendant cette conférence, où chaque pays, finalement, devait de manière volontaire asseoir un objectif. Et l'ONU avait quand même précisé de définir un objectif à une échéance donnée par rapport à une année de référence.
pour ceux qui font un peu de maths ou qui se souviennent un petit peu de tout ça, bah, c'est quand même ça, un pourcentage de baisse. Il faut bien qu'il y ait une année cible et une année de référence, sinon on parle de quel pourcentage. Et regardez, si vous voulez, le rapport de Copenhague, où vous voyez des pourcentages qui changent de tout au tout entre l'année de référence et l'année d'objectif, ce qui fait que les pourcentages ne se comparaient pas, et avec en fait, des faux objectifs qui étaient mis sur la table de l'ONU, rien que ça. Alors, sur cette conférence de Copenhague, ce qui s'est passé, c'est intéressant parce que ça illustre bien la limite du mécanisme onusien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette période-là, mais il y a eu une couverture médiatique énorme et des attentes énormes. Donc, toutes les ONG étaient sur place. Elles étaient observatrices, donc elles avaient droit d'aller dans la zone bleue, donc le Bella Center qui hébergeait cette conférence. Et elles avaient des attentes vraiment très impressionnantes. Et puis les mois qui ont précédé, c'était la couverture médiatique la plus grande sur le climat qu'il n'y avait jamais eu. Et à l'arrivée, au bout de 2 semaines de négociations, ça avait tellement patiné que quand les chefs d'État débarquent pour faire leur discours, certes, ils font un discours enflammé sur le climat, mais n'empêche que les négociations, elles n'ont pas du tout avancé. Donc, ils passent un savon à leurs négociateurs et ils reprennent la main. Mais ça va être compliqué à 192 chefs d'État de discuter tous ensemble. Donc, ils font comme ils ont l'habitude de faire dans ces cas-là. Ils se réunissent qu'avec les plus grands États dans une salle de réunion. Ils vont passer une nuit blanche à négocier un texte qui va être le soi-disant accord de Copenhague. En fait, il n'a pas vraiment ça n'a pas le statut d'un accord et c'est juste une feuille de papier qui est signée par quelques pays et pas tous, donc il n'a aucune valeur onusienne. Ils vont passer une nuit entière à discuter. Donc il y avait par exemple Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy. Et il y a une petite anecdote qui est très drôle, qui m'a été racontée par Brice Lalonde, donc je n'en assume pas l'authenticité, c'est lui qui m'a raconté ça. Il y avait un ministre indien qui a voulu prendre part à la discussion. Et il s'est fait jeter par Nicolas Sarkozy, qui lui a dit « Non, mais attends, toi, tu n'es que ministre. Si tu viens dans la négo, que tu signes des choses avec nous et que tu repars dans ton pays, que tu te fais recadrer par ton patron, eh ben, on aura tout perdu. Donc, désolé, Coco, mais tu ne fais pas partie de la discussion. » C'était un peu violent, mais c'était logique parce que pour être efficace, il fallait avoir autour de la table que des gens qui sont légitimes pour parler au nom de leur pays. Et donc, c'est tout à fait le contraire des mécanismes onusiens où tous les pays peuvent s'exprimer et où des négociateurs qui sont des diplomates vont prendre la parole au nom de leur pays. Donc là, on est plutôt dans un mécanisme comme dans un G20, un G7, où on est juste entre chefs d'État. Donc à la fin de cette session, de cette nuit blanche de travail, on arrive à un texte de 2 pages qui est diffusé sur les réseaux sociaux, sur Internet, partout, et qui est évidemment perçu comme un échec, puisque c'est bien en dessous des objectifs, des attentes initiales. Les ONG qui étaient à l'extérieur du Bella Center, parce que pour des raisons de sécurité, on a vachement baissé le nombre de badges pendant la présence des chefs d'État dans ce centre de conférence. Les ONG qui étaient à l'extérieur, hyper frustrées de ne pas savoir ce qui se passe, dès qu'elles ont vu le truc arriver, elles ont donné le ton des commentateurs sur cet accord. Et la presse, le soir même, titrait que Copenhague était un échec. Alors certes, ce n'était pas du tout au niveau d'ambition qu'il fallait, mais on avait quand même écrit noir sur blanc qu'on voulait rester en dessous des 2 degrés, donc c'était un premier pas quand même très important. Et la couverture médiatique a été déplorable, c'est-à-dire que il y a eu un revers de balancier énorme, et les semaines qui ont suivi, on a eu, je me rappelle très bien, c'était très très dur, on a eu le retour des climato-sceptiques sur les plateaux de télé. Pourquoi? Parce qu'on avait tellement parlé de Copenhague jusqu'ici, en plus ça avait été un échec, maintenant il va falloir changer un petit peu, on va passer à autre chose et on va parler, alors soit on parle d'autre chose, soit si on parle de climat, on donne la parole à des climato-sceptiques, donc bravo les journalistes. Et je parle de ça parce qu'on verrait que la COP de Paris, on a fait bien gaffe de ne pas reproduire le même effet de désenchantement. Alors cet accord qui arrive sur la table à la fin de cette nuit blanche, il n'a aucune valeur onusienne, comme je disais ça tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe du coup au niveau de l'Assemblée générale de la CNUC? On présente l'accord et on prend acte de cet accord et c'est tout. Voilà, on dit voilà, on est
prend acte de ce qui a été décidé par ces pays, mais on ne le soumet surtout pas au vote parce qu'on sait très bien qu'il ne passera pas. Il n'y a pas du tout de consensus. C'est quelques pays qui ont décidé ça ensemble. Si on le mettait au vote, il ne se passerait rien. Voilà, donc, par contre, l'année suivante, à Cancun, en 2010, là, pour le coup, on a eu le temps de faire 1 an de négociations et de diplomatie pour pouvoir présenter à nouveau cet accord. Et du coup, il s'appelle l'accord de Cancun. Et là, tout le monde l'accepte. Alors, en fait, il y a la Bolivie qui vote contre, mais le président de séance fait comme s'il n'avait pas vu. Pourquoi? Parce que le consensus au mode onusien, c'est quasiment l'unanimité, mais s'il y a un pays tout seul qui s'y oppose, eh ben, on n'en tient pas compte parce qu'il faut au moins qu'il fasse l'effort d'aller convaincre quelques pays pour exprimer leur désaccord avec lui. Sinon, on considère qu'il y a un consensus. En gros, il faut qu'il fasse la règle de 3 pour s'opposer à un accord. On arrive donc après Copenhague, qui était un échec incroyable, on arrive à une prochaine grande date qui va permettre de, toujours comme Copenhague, l'idée c'est de négocier la suite de Kyoto. Kyoto a vécu et maintenant il faut à nouveau s'engager sur quelque chose de contraignant pour les États. Donc, on a une session de la CNUC qui consiste à déterminer le pays qui va héberger cette COP. Alors, la France est sortie glorieuse de ce vote puisqu'elle était la seule candidate. Donc, on n'a eu aucun mérite. Donc, on a haut la main remporté la candidature. Alors, à l'époque, pour la petite histoire, Fabius était contre. Et donc, c'est des gens comme Nicolas Hulot et d'autres qui ont réussi à convaincre Hollande d'héberger cette COP. Donc, vu que la France était le seul candidat, il n'y a pas eu de vote, on a juste fait une ovation. Ça a été entériné par acclamation. Et à la fin de cette session, les diplomates sont venus voir Laurent Fabius pour lui dire « Mr. Fabius, good luck ». Et ce que ça voulait dire, c'était que voilà, Copenhague a été un échec. Bonne chance, parce que si Paris est le même échec, vous allez vous en mordre les doigts toute votre vie. Fabius, qui était contre le fait d'héberger la COP, fait contre mauvaise fortune bon cœur et il se dit, quitte à héberger la COP, il faut que ce soit un succès. On n'a pas le choix. Donc, on met tout le paquet là-dessus. Et pendant plusieurs années, les équipes de Fabius vont sillonner la Terre entière, faire plusieurs fois le tour de la Terre pour rencontrer les chefs d'État, les représentants des pays, les diplomates, pour préparer l'accord de Paris. Les équipes de Fabius ont commencé par analyser les raisons de l'échec de Copenhague et se sont dit on va faire tout le contraire de ce qui s'est fait à Copenhague. À Copenhague, les chefs d'État sont arrivés à la fin et ont fait un discours de clôture. Et donc, à la fin, ils n'ont pu que constater l'échec des négociations et c'était trop tard. Donc déjà, premier point, à Paris, les chefs d'État viendront au début de la séance et pas à la fin. Deuxième point, à Copenhague, c'est après avoir négocié toute la nuit et avoir conduit un accord qu'on a proposé aux États de présenter leurs engagements. Ça s'est fait après Copenhague. Et les engagements n'ont pas été très ambitieux. À Paris, c'est le contraire. On se dit qu'on demande aux États de déclarer leurs engagements avant la conférence de Paris. Et c'est ce qu'on appelle les INDC. C'est Intended Nationally Determined Contribution. Alors, le mot contribution, il est intéressant, c'est un mot qui est positif, c'est des contributions à l'effort contre le changement climatique. Et ce n'est pas, on n'utilise pas le mot réduction qui est plutôt négatif. Donc, les INDC sont présentés par les États à l'ONU en amont de la COP. Et pendant la conférence, ensuite, on va négocier le détail de l'accord lui-même, sachant que les engagements, eux, ont déjà été pris. L'enjeu de cet accord, c'est qu'il soit ambitieux, juridiquement contraignant et qu'il soit révisable dans le temps. Donc ambitieux, il le sera à la hauteur des INDC, donc on va voir tout à l'heure est-ce qu'on atteint les objectifs ou pas. Juridiquement contraignant, ça c'est tout un débat parce que des juristes de l'environnement, des juristes du droit international vous diront qu'un accord comme celui de Paris n'a rien de contraignant. Il n'y a aucune juridiction qui est capable de le faire appliquer. On ne va pas mettre des gens en prison parce qu'ils n'ont pas respecté l'accord de Paris. Il est juridiquement contraignant, entre guillemets, parce que des États ont signé quelque chose et parce que ça a une valeur, même si elle est symbolique, ça a quand même une valeur. Et aujourd'hui, regardez quand même ce qui se passe.
on est en train d'attaquer l'État français pour sa non-action contre le changement climatique. J'ai entendu parler ce matin d'un militant au Ghana qui a réussi à convaincre son pays de laisser tomber l'installation d'une centrale au charbon. Et le fait que son pays ait signé les accords de Paris a aidé dans cette bataille. Donc, il y a des choses qui se passent depuis que cet accord a été signé qui ont un vrai impact, y compris juridique, pour aider. En fait, ça aide la société civile à mettre la pression sur les dirigeants. Ça aide également les diplomates des autres pays à mettre la pression sur les pays qui ne voudraient pas respecter leurs accords. Donc le côté juridiquement contraignant, c'est pas exactement juridiquement contraignant, mais c'est peut-être quelque chose de plus du côté de la diplomatie, ou voire même quand même du côté juridique, dans le sens où ça met les États devant leurs responsabilités, mais c'est pas juridiquement contraignant comme s'il y avait une police qui pouvait imposer ça au reste du monde. Donc, on arrive à la COP de Paris avec les chefs d'État qui vont parler les uns après les autres au tout début de la conférence. Et donc, ils ont 3 minutes chacun et ils doivent respecter un certain timing. Et on a Obama qui va être… donc, certains États dépassent leurs 3 minutes allègrement. Et on a Obama qui va être celui qui explose tous les records, puisque je crois que son discours a duré un quart d'heure. Alors, je voudrais vous partager mon écran à nouveau pour vous montrer. J'y arrive pas. Bon, j'ai plus la main sur le partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe pendant les négociations ensuite? Bien, les pays sont très nombreux, donc ils ne vont pas tous négocier un par un. En fait, pour des raisons pratiques, ils vont s'organiser sous forme de coalition. Donc, la coalition la plus connue, probablement, c'est le G77 plus la Chine. C'est en gros 80% de la population mondiale et c'est les pays les plus pauvres. Alors, ils sont beaucoup plus que 77. Ils étaient 77 au début, depuis, ils sont plus nombreux, mais ils continuent de s'appeler le G77. Bon, après, il y a le Umbrella Group qui est avec plein de pays plutôt développés. Il y a ALBA, il y a LMCD qui est Like-Minded Developing Countries. Il y a le groupe arabe, il y a le groupe pays les moins avancés. Et il y a le groupe AOSIS, pardon, pas Oasis, il ne faut pas confondre, AOSIS, des pays insulaires, dont tu vas nous dire 2 mots, Antoine. Oui, ces pays insulaires, ils ont une importance toute particulière, alors qu'en fait, ils représentent que même pas 1% de la population mondiale. On retrouve les Maldives, Haïti, Kiribati, Tuvalu, un certain nombre de pays insulaires qui ont levé le doigt. Je considère, mais là c'est plus une opinion à très juste titre, pour attirer l'attention sur les impacts du dérèglement, et cela même avant le seuil critique des 2 degrés qui est revendiqué dans les rapports du GIEC et qui a été acté donc à Copenhague, comme on vous le disait tout à l'heure, et qui ont levé le doigt en disant mais en fait nous c'est pas 2 degrés, l'atténuation dont on a besoin c'est 1,5. C'est un exemple que je cite souvent dans les animations de fresques sur le fait que les Maldives, tout simplement, leur risque, c'est pas un impact sur les rendements agricoles ou sur la protection du trait de côte, c'est qu'ils peuvent être tout simplement rayés de la carte. Donc on n'est pas tout à fait sur le même niveau d'exposition, on va dire, aux impacts du dérèglement. Et les Maldives, mais d'autres, donc tous ces AOSIS, ont revendiqué la nécessité de penser un accord autour de contributions volontaires qui, cumulées, permettraient de ne pas dépasser ce seuil des plus 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça, c'est quand même un chiffre nouveau qui était assez peu connu des négociateurs jusqu'alors, puisqu'on entendait souvent uniquement le GIEC parler des 450 ppm, des 2 degrés, etc. Et ça a lancé finalement une dynamique assez nouvelle, avec des rapports intermédiaires d'ailleurs depuis, qui ont été publiés avant la R6, qu'on attend tous l'année prochaine ou en début 2022, avec des rapports intermédiaires sur justement les impacts du plus 1,5. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre des impacts à plus 1,5 et des impacts à plus 2 degrés, et cette fameuse phrase « chaque dixième de degré compte » a pris toute son ampleur depuis cette publication. Il y a eu un rapport aussi sur l'océan et la cryosphère, parce que finalement, entre 1,5 et 2 degrés, il se passe beaucoup de choses au niveau des océans, qui sont évidemment au cœur de la machine climatique, mais aussi au niveau des fonds des glaces, et donc, évidemment, de la hausse du niveau de la mer. Et je ne vais pas la reprojeter, parce que sinon, ça fera trop d'aller-retour, mais vous connaissez sans doute ces différentes courbes
qui permettent de comprendre quel est l'enjeu d'atténuation et la dynamique d'atténuation qu'il faut engager aujourd'hui par rapport à nos niveaux d'émissions pour ne pas dépasser ce seuil des 1,5 degrés et même, j'oserais un terme un peu plus technique que d'habitude, que dit souvent le GIEC, pour avoir plus de chances, plus de 2/3 de chances de ne pas dépasser ce qu'il passe avec les 1,5 degrés. Donc, c'est aussi des probabilités qui nous interrogent. Hein. Ce n'est que finalement 66%. Et quand on regarde les courbes, notamment celle qui est sur le mural, si vous êtes devant, qui permettent de penser un monde à moins de plus 1,5 degrés, bah, c'est un effort inédit et qui est très vertical. Hein. Souvent, on dit que l'effort est important. Bah, celui-là, il sera encore plus important. Et si on n'engage pas finalement une baisse là maintenant, tout de suite, et d'ici les 5 années, ça sera finalement un mur quasiment vertical qu'il faudra trouver pour aller chercher ce plus 1,5 degré. Je voudrais compléter sur le contenu de l'accord pour faire un focus sur les sujets qui nous intéressent, nous, au sein de la fresque, qui sont une thématique au sein de la CNUC qui s'appelle ACE, ACE, et qui signifie Action for Climate Empowerment. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'information, de la formation et de la sensibilisation au changement climatique. Donc, cette thématique de ACE, elle trouve ses racines dans 2 points importants. Tout d'abord, l'article 6 de la CNUC elle-même, hein, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a un article qui parle de ce sujet de la sensibilisation. Donc, ça veut dire que ça date de 1992, hein, à la création de la CNUC. Donc, qui parle de l'importance de la sensibilisation, de la formation de la population sur le changement climatique. Et c'est également repris dans l'accord de Paris. Là, c'est dans l'article 12 de l'accord de Paris, également tout un paragraphe sur l'importance de la sensibilisation. Donc, ACE est souvent évoqué sous le terme de l'article 6 ou de l'article 12. Attention cependant, si vous dites article 6 tout court, ça peut être confondu avec l'article 6 de l'accord de Paris. Donc, attention, donc l'article 6, là, on a évoqué, nous, celui de la CNUC elle-même. L'article 6 de l'accord de Paris n'a rien à voir et c'est un article très important. Donc, pour beaucoup de négociateurs, l'article 6 fait référence au mécanisme de financement en fait, entre les pays. Et donc, voilà, si vous dites article 6 tout court, il faut bien préciser que c'est celui de la CNUC. Et la thématique en question s'appelle ACE, Action for Climate Empowerment. Alors là, pour avoir été présent à Madrid l'année dernière dans les couloirs de la COP, c'est une thématique qui, à mon avis, est largement sous-estimée et n'est pas du tout prise au sérieux. Il y a très peu de moyens qui sont mis dessus, il y a très peu d'importance qui lui est accordée, beaucoup trop peu à mon avis. Et ça fait partie de nos enjeux à nous qui sont de faire en sorte que les diplomates, et à commencer par les diplomates français, accordent beaucoup plus d'importance à ce sujet. Donc, pour apporter aussi un petit témoignage sur cette COP21 à Paris, puisque à l'époque j'étais directeur de Shift et on avait eu des accréditations pour y assister. J'ai pas non plus été dans les salles de négociation elles-mêmes où tout se joue. À vrai dire, il paraît que c'est super chiant à suivre. C'est des moments voilà, où on mégote sur des mots, sur des détails vraiment limite puérils à certains moments. Et toutes les ONG étaient là pour suivre ce qui se passe. Et donc, par contre, on avait régulièrement les nouvelles versions de l'accord et on pouvait suivre les quelques points qui nous intéressaient. Donc, l'article 6, par exemple, ou quelques points autour de l'adaptation, le financement des pays en voie de développement et un certain nombre d'autres points. Donc, les différentes versions, au fur et à mesure que le temps passait, s'allongeaient, s'étoffaient parce que sur une phrase donnée, on avait plusieurs options potentielles et il y avait des pays qui voulaient qu'on dise, alors on pourrait dire comme ci, on pourrait dire comme ça, et donc ça fait l'option A, l'option B, l'option C. Et au lieu de se réduire, le texte augmentait de jour en jour. Alors au début des négociations, c'est normal, on ouvre différentes possibilités, mais après, au fur et à mesure que le temps passe, on est censé réduire. Donc au bout d'une semaine, Laurent Fabius, qui est le président des négociations de la COP 21, commence à s'énerver un petit peu et dire bon, maintenant vous êtes gentil, mais il va falloir réduire parce que sinon on va être en retard. Pour lui, il est hors de question que ça dérape. Alors, les COP, ça dérape toujours, quelquefois de plusieurs jours. Là, lui, il a posé les règles. Non, ça dérapera pas. Parce que samedi, j'ai piscine, donc le vendredi soir, c'est fini. Donc, on est le vendredi soir, évidemment,
c'est loin d'être fini et il y a encore énormément d'options dans les différents textes. Enfin, dans la dernière version du texte, il reste encore énormément de versions différentes pour chaque phrase. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est assez particulier. Les équipes de Fabius ont pris le texte et se sont mis à trancher d'elles-mêmes les différentes options. Alors, il faut dire que ça fait plusieurs années qu'ils connaissaient par cœur les problématiques, qu'ils connaissaient par cœur les négociateurs, qu'ils avaient sympathisé avec eux, ils connaissaient leurs enjeux à chacun. Et ils se sont sentis légitimes pour dire, eh bien, on va, sur la phrase qui est ici, on va garder l'option A, sur la phrase qui est là, on va garder l'option B, et sur celle-là, on va garder l'option C, parce que, alors, les pays de telle coalition vont être un peu frustrés, mais comme on a cédé sur un autre truc, ce qui va leur faire plaisir, on pense que ça va passer. Donc, c'est ça qui s'est passé dans la nuit du vendredi soir. Donc moi, j'avais un badge, j'étais avec une amie pour rigoler, on est allé voir ce qui se passait dans le hall du Bourget ce vendredi soir à 1h du matin. Il y avait presque personne, la cafette était allumée. J'ai croisé Kevin Conrad qu'on a vu dans la vidéo de tout à l'heure, qu'on avait invité au Shift pour une conférence. Donc lui, il était en train de négocier sur des histoires de forêt. Il était très confiant sur les négociations qui le concernaient lui. Et puis, on était installé à la cafette, on voyait les délégations traverser le hall et aller les unes après les autres négocier les tout derniers arbitrages dans le pavillon français, le pavillon de la présidence de la COP. Et le lendemain matin, on a un nouveau texte qui arrive et qui va arriver à la fin d'une première conférence et qui est le résultat d'une nuit de travail de la part des équipes de Fabius. Donc, on est réunis dans une salle plénière, on attend, on poireaute au moins une demi-heure, 1 heure plus à chaque fois. Et là, on a un petit discours rapide et puis le texte est ensuite donné à tout le monde et on se précipite dessus pour le lire. Et chacun se rue sur les quelques articles qui le concernent le plus pour voir ce qu'il en a été. Et là, on a une grosse surprise, c'est qu'il y a un article qui parle de l'engagement des pays et qui est écrit en anglais avec le verbe shall, qui est très fort et qui veut dire que les pays doivent réduire leurs émissions, alors que ce shall était l'objet d'une négociation très intense et qu'il aurait dû être rédigé avec un should à la place du shall. Et on est très étonné, mais beaucoup d'ONG très militantes sont agréablement surprises et se disent c'est génial, c'est une bataille, parce que si on écrit shall, ça veut dire que vraiment c'est contraignant. Et notamment pour les États-Unis, le terme a vraiment du coup une signification particulière. Plus tard dans l'après-midi, il y a une deuxième fin d'après-midi, il y a une deuxième session qui là pour le coup c'est la bonne, c'est celle où on va valider l'accord. Il va être entériné par l'Assemblée générale de la CNUC. Donc à nouveau, on attend, on poireaute 1h30, si on sait pourquoi. Et Fabius ouvre la séance, il donne la parole à un responsable de la CNUC qui dit « Alors, on a quelques petites modifications mineures dont on doit vous informer, quelques modifications techniques, et il en liste certaines, dont un certain shall qui devient should ». Donc là, brouhaha dans la salle, tout le monde sait très bien que ce n'est pas du tout une modification technique et que c'est complètement fondamental. Qu'est-ce qui s'était passé dans l'après-midi? C'est que les États-Unis ont vu la nouvelle version du texte, ils ont rappelé leur négociateur et en lui disant « mais qu'est-ce que tu fais ?» Ils ont appelé surtout Fabius pour lui dire « mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas du tout. » Qu'est-ce qui se passe si on écrit shall au lieu de should? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le texte doit passer devant le Sénat et la Chambre des représentants et on sait qu'il ne passera pas. Donc, si on écrit ça, c'est très simple. Les États-Unis ne le signent pas, ne le ratifient pas en tout cas. Ils le signent peut-être, parce que ça c'est le président qui peut le faire, mais ils ne le ratifieront pas. Donc, c'est complètement débile d'avoir un accord qui n'est pas signé par les États-Unis, parce que derrière, la Chine ne le signe pas non plus, etc. Et donc, on corrige le tir et on écrit should à la place de shall. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Moi, sur le coup, j'étais persuadé que c'était l'issue des négociations qui était arrivée sur ce terme-là. Et en fait, pas du tout. C'était véritablement une erreur de traduction. Donc, j'ai vraiment mis longtemps à y croire, mais après avoir demandé leur avis à des gens qui sont vraiment au cœur de ces négos, ils me l'ont confirmé.
C'était véritablement une erreur de traduction et c'est très étonnant parce que normalement, les traducteurs, depuis 2 semaines qu'ils bossaient sur le sujet, ils devaient savoir qu'il y avait un tel enjeu diplomatique autour de ce petit mot que c'est vraiment bizarre qu'ils aient fait cette erreur. J'ose pas imaginer la colère de Fabius quand il a vu ça. Ça s'est joué à très peu de choses. Dans les toutes dernières minutes avant qu'il rentre sur l'estrade, il était encore en train de négocier avec la représentante de l'Afrique du Sud qui était à la tête du G77, le fameux G77, qui eux étaient vent debout contre cette correction qu'on demandait de remettre sur ce pas en arrière, sur ce petit mot de vocabulaire précis. Et dans les toutes dernières minutes avant qu'il monte sur l'estrade, il était encore en train d'essayer de la convaincre que si, c'était une erreur de traduction. Et il a fallu, heureusement qu'ils se connaissaient depuis plusieurs années et qu'ils avaient beaucoup travaillé ensemble, il y allait à la confiance, il lui a dit, écoute, fais-moi confiance, c'est vraiment une erreur, je te promets, et sinon, l'accord, il va vraiment tomber par terre. Donc ça s'est joué comme ça, vraiment sur la base de la confiance entre 2 personnes qui se côtoyaient depuis longtemps et donc la représentante de l'Afrique du Sud qui a fini par accepter de faire confiance à Fabius. Et quelques minutes plus tard, il était sur l'estrade. Il avait son petit marteau vert, là. Alors, c'était marrant parce que c'était très rapide. Il y a eu quelques minutes de discours. Il a dit cette fameuse phrase « Je regarde l'Assemblée, je ne vois pas de protestation. L'accord de Paris est accepté. » Il a tapé avec son marteau et c'est après ce moment-là, donc tout le monde est en liesse, et c'est après ce moment-là qu'il y a eu des discours de tous les pays qui le souhaitaient, de toutes les coalitions, pour entériner l'accord. Alors maintenant, est-ce que c'était un bon accord ou pas un bon accord? Antoine, qu'est-ce que tu en penses? C'est une question compliquée que tu me lances là, mais c'est toujours pareil, et je pense que c'est ça aussi le message qu'on a essayé de faire passer tous les deux ce soir, c'est qu'on peut voir le verre à demi-plein ou à demi-vide. Donc le verre à demi-plein, c'est très certainement le fait qu'il y ait eu ce coup de marteau, peut-être un peu à la va-vite justement pour pas qu'on lui empêche, mais le verre à demi-vide, c'est que les trajectoires actuelles ne sont pas les bonnes, puisqu'on est encore sur des contributions. Les séries de COP22, COP23, COP24, on est un petit peu dans la même dynamique finalement du post-Kyoto, où là on revient vers des COP assez techniques et pas de la grande politique et pas de la grande négociation politique, où en fait on essaie de mettre en œuvre cet accord en essayant de relever évidemment les contributions et les ambitions de chaque pays. Et si on fait le calcul, et il y a beaucoup d'analyses, d'experts qui essayent d'agréger comme ça tous les objectifs qui sont étalés par chacun des pays et qui essayent de converger. Et là, on est aujourd'hui dans un scénario, s'il faut citer des chiffres un peu simplificateurs, mais autour de 3,5 degrés et très certainement pas, malheureusement, le 1,5 qui est visé par l'accord. Donc, c'est vrai que ces COP qui ont eu lieu depuis, ce sont des points plutôt techniques et de réorientation des ambitions, quand c'est possible. Et celle qui devait avoir lieu cette année, ce n'est pas la COP26 qui a eu lieu, c'est totalement inédit, c'est la COP19, finalement. C'est quand même finalement une année un peu spéciale. Alors, on le sait tous et on le vit tous, mais c'est la première année depuis Berlin, depuis la COP1, où il n'y aura pas de COP. Et c'est quand même très étonnant. Moi, ça m'a étonné quand j'ai appris de manière formelle qu'il n'y aurait pas de COP26 digital, en ligne, comme plein d'événements, notamment internationaux, se sont digitalisés cette année, même la fresque l'a fait, pourquoi pas la COP? Et surtout que finalement, sans faire de lien trop direct, il faut faire attention avec ça d'ailleurs, entre la pandémie qu'on subit actuellement et la crise climatique et la crise de la biodiversité, il y a quand même une systémie autour de ça. Donc on aurait pu, à mon sens, organiser cette COP26 en ligne, mais l'ONU et les grands pays ne l'ont pas voulu. Alors heureusement, il y a quand même des jeunes qui se sont bougés, et je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est tout récent, puisque ces dernières semaines, des jeunes ont fait, d'ailleurs ça a été assez mal raconté par la presse, je trouve, en organisant une fausse COP26. Pourquoi elle serait fausse? Il y a des jeunes qui se sont motivés pour organiser une COP26 virtuelle, effectivement pas officielle, mais qui a permis de jouer au rôle des différents pays et des différents négociateurs. Alors là-dessus, d'ailleurs, avec Cédric, on a un peu bossé pour cette conf, mais sans doute pas suffisamment parce qu'on n'a pas eu le temps et pris le temps de se renseigner sur ce qui s'était véritablement passé ces derniers jours-là, avec ces fameux jeunes qui ont joué à la COP26 virtuelle. Donc si l'un d'entre vous a bien lu ou s'est bien renseigné ou a suivi ce qui s'est passé, on l'invitera à prendre le micro tout à l'heure pour partager ce qu'il a compris avec nous. Cédric, c'est quoi la suite? J'en profite. Alors, on est quasiment à la fin. On va parler de l'année prochaine. Mais je profite qu'on soit bientôt à la fin pour vous dire que dans
derrière le petit bouton Q&R, il y a plein de questions qui ont été posées, mais je ne sais pas si vous avez vraiment voté pour les questions des autres. Donc, ça a deux fonctionnalités, poser des questions et voter pour celles des autres, et ça va permettre de remonter, parce qu'il y en a 36 et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de répondre à tous. Donc, votez pour les questions qui vous plaisent le plus pour qu'on puisse prendre celle-là dès qu'on va démarrer. Alors, je voulais également proposer, si quelqu'un a entendu parler de cette COP des jeunes de cette année, qu'il lève la main dans pas dans le chat, mais dans la liste des participants. Vous voyez une liste des participants et vous pouvez lever la main. Alors, François Renoulin, est-ce que c'est… Ah bah tiens, Mickaël Doré, je vais te proposer Voilà, Mickaël, à mon avis, il s'est renseigné. De te nommer conférencier. Tu vas nous rejoindre pour nous parler de ça. Donc, Mickaël, pour rappel, qui est en charge de l'organisation de la COP26 pour la fresque, enfin donc de notre présence plutôt, en charge de l'organisation de notre présence à la COP26 à Glasgow l'année prochaine. Donc, il va arriver, ça met un petit peu de temps. Alors malheureusement, Cédric, je lis dans le chat que personne ne lit les questions des autres. Donc je ne sais pas si c'est une option technique que tu peux ouvrir, sinon est-ce on que fera Guillaume le est là tri pour nous nous-mêmes. débugger éventuellement? Personne ne voit les questions des autres dans le QR. Ouais, c'est ça. Très dommage. Il y a forcément un biais si c'est nous deux qui les notons. Ah bah oui, en effet, j'ai pas bien paramétré, donc j'espère que vous allez pouvoir voir celle qui était déjà là. Allez, je vais vous permettre au moins de voter. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce que Mickaël a pu se connecter? Alors, écoute, je ne vois pas arriver et je ne sais pas pourquoi. Alors, si, il faut que je lui donne l'accès maintenant. Christopher et Sébastien. Ah, c'est pas Mickaël. Il est où, Mickaël? Voilà, on voit des votes s'agiter là, donc je pense que tout le monde peut revoir les questions. Ouf. Alors, Christopher, est-ce que tu avais également levé la main? Demandez la Voilà, Mickaël est arrivé. Démute-toi, Mickaël. Voilà, super. Et raconte-nous un petit peu la COP26. Alors, la COP26, est-ce que je vous parle de la MOC? Parce que ça s'appelle la MOC COP, en l'occurrence, MOC COP26. Ça a été organisé par un certain nombre de personnes, donc effectivement des jeunes, 18 jeunes, dont donc il y a notamment 216 volontaires à travers le monde, 142 pays qui sont représentés. J'ai appris ça assez récemment en fait, donc du coup j'ai pas énormément d'informations à donner, mais je sais juste qu'il y avait une grosse frustration, comme vous l'avez évoqué, du fait que la COP a été annulée cette année. Et du coup, ils se sont dit, OK, il faut absolument qu'on organise un programme pour faire cette simulation de la COP. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je peux plus vous parler de ce qu'on a prévu de faire pour la COP26, la vraie COP26. Eh bien, profitons de ta présence, en effet, pour ça, puisque c'était justement ce dont on voulait parler juste là. Nickel. Alors, bah, écoutez, effectivement, cette année, encore une fois, parce que ce n'est pas la première année qu'on y va, mais la fresque du climat sera présente lors de la COP26. Donc, c'est dans un petit peu moins d'un an, début novembre 2021. On a un an pour se préparer et du coup, on va essayer d'avoir une ambition assez grande pour cette COP. Comme vous le savez, la fresque a une croissance exponentielle et on l'a bien vu aujourd'hui avec la présentation sur l'historique des négociations internationales. La COP26 est un moment clé des négociations et de l'histoire internationale. Et c'est pour ça que c'est hyper important qu'on soit présent. On attend des centaines de fresqueurs qui vont venir nous rejoindre, pas que de la France. On va aussi faire appel à notre communauté internationale qui est déjà présente et qui grandit de jour en jour. On va travailler sur un certain nombre de volets. Il y a déjà des groupes de travail qui ont été lancés et il y a une réunion kick-off qui sera lancée le 29 décembre prochain. Ce sera un mardi de 19h30 à 21h heure française.
Donc, on va vous faire parvenir la communication pour que vous puissiez vous inscrire et rejoindre l'aventure si vous le souhaitez. Mais pour faire simple, il faut qu'on sensibilise un maximum de personnes à la fresque du climat. Il faut identifier des décideurs politiques, des leaders d'entreprises, d'ONG, du monde scientifique et académique, pour leur faire comprendre que dans la lutte pour le dérèglement climatique, comme tu le disais, Cédric, la notion de sensibilisation, de formation aux enjeux climatiques est absolument essentielle, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Ouais. Alors, la lutte contre le dérèglement climatique, hein, plutôt. La lutte pour le dérèglement climatique. La lutte contre le dérèglement climatique, pardon. Lui, le but à Glasgow l'année prochaine, c'est que les négociateurs de tous les pays ne repartent pas sans avoir entendu parler de climate collage, et qu'ils l'aient vu soit dans la zone bleue, soit dans la zone verte s'ils y sont allés, soit tout simplement parce qu'ils vont au resto le soir et qu'ils voient une fresque accrochée au mur. Et c'est quoi ce truc qui parle de radiative forcing? Donc voilà, c'est bien l'objectif, c'est qu'on soit partout pour parler aux habitants de Glasgow et pour parler, pour se faire connaître auprès des négociateurs, et pour peser aussi dans la négociation autour de cette thématique de Action for Climate Empowerment, où on a notre mot à dire et notre rôle à jouer. Combien de fresqueurs sont attendus? On a un objectif de plus de 200 personnes aujourd'hui, mais avec une ambition potentiellement encore plus grande que celle-là. Alors en fait, si on respecte la progression comment dire, exponentielle de notre développement, l'année dernière à Madrid, il y a 40 personnes qui sont passées à Madrid. Il y a 40 fresqueurs qui sont passés à Madrid. On n'a pas été 40 en même temps, simultanément, mais il y a 40 personnes qui sont passées. Comme on fait x5 tous les ans, cette année, si Glasgow avait lieu maintenant, on serait 200. Et 200, c'est assez facile à imaginer. On se doute bien que si Glasgow avait eu lieu, on serait 200 là-bas. C'est facile à dire. L'année prochaine, ça veut dire 1000. Alors, c'est compliqué d'imaginer qu'on sera 1000 à Glasgow, mais en fait, il va falloir se faire à cette idée, parce que c'est bien ça l'objectif, à vrai dire. L'ordre de grandeur, en tout cas, c'est 1000 fresqueurs à Glasgow l'année prochaine. Donc, il y a du boulot. Donc, bon courage, Mickaël. Donc, rejoignez-nous 29 décembre, 19h30, 21h, pour cette belle aventure qui est celle de la COP 26 à Glasgow. Super, voilà, merci beaucoup. Merci, Mickaël. On prend quelques questions, Cédric? Exactement, on va prendre les questions. Donc, normalement, maintenant, vous avez pu poser les questions, vous avez pu voter pour les questions et les faire remonter. Je ne vois pas beaucoup de votes pour les questions des autres. Bah, il y en a une à 60 votes. Je te propose qu'on commence. J'ai rien dit, c'est bon. Il y en a une avec 60 votes, je te propose qu'on commence par celle-ci. On en a parlé tous les deux, c'est le lien finalement entre notre chronologie là, des différentes COP et la baisse des émissions, qui n'est pas tout à fait révélée, il faut bien l'admettre. Donc, bien que les COP, mais quand on regarde la courbe d'émissions de CO2, on voit une belle droite en augmentation constante et sans rupture avec les différentes COP. Où est donc l'effet bénéfique des COP? Cédric, je te laisse commencer. Oui, en effet, c'est compliqué. En fait, j'ai envie de dire que les COP, c'est un élément nécessaire, mais pas suffisant pour que les choses avancent. On est sur une situation qui est bloquée de partout parce qu'il y a plusieurs acteurs et que les acteurs se regardent tous en chien de faïence en attendant que l'autre fasse le premier pas. Donc, les citoyens, les États, les entreprises, tout le monde se renvoie la balle. Et un des grands arguments dans cette histoire, c'est de dire que oui, mais nous, on n'est que 1% des émissions mondiales. Du coup, ça pèse que dalle dans la balance. Tant que les Chinois et les Américains ne font pas leur part, ça ne sert à rien qu'on fasse la nôtre. Eh bien, les négociations climat, elles servent justement à dépasser ça et à dire, eh bien, on a pris des engagements, chacun. Chaque pays va se concentrer sur ses engagements à lui et va arrêter de regarder ce que fait le voisin. Donc, ça sert à ça. Et l'accord de Paris, alors c'est le premier accord qui est aussi ambitieux dans ce sens-là. Il est certes pas suffisant, il est certes pas respecté, mais c'est un début et c'est pour moi quelque chose de complètement nécessaire pour qu'il puisse se passer des choses. On voit que maintenant, il y a des citoyens qui attaquent les États pour leur inaction climatique. Donc, ça a eu des impacts quand même, pas négligeables du tout. Et par contre, on est d'accord que c'est largement insuffisant. Voilà. Donc, oui, faire le parallèle entre les émissions et les différentes COP, ça montre l'inaction. Il y a pire comme graphique, c'est celui qui montre la concentration en CO2 et les COP, parce que la concentration en CO2, vu que c'est l'intégrale des émissions, elle est encore plus plate et encore plus forcément croissante, avec une grosse inertie. Mais bon,
C'est clair Mais que je- ce n'est pas l'alpha et l'oméga et les choses vont se jouer à beaucoup d'autres niveaux, politiques, individuels, entreprises, etc. mais je vais aussi dans le sens où il n'y a aujourd'hui aucun lien entre des décisions au niveau onusien, au niveau mondial et la baisse des émissions. Par contre, sans mauvais jeu de mots sur ce qu'on te dit dans un langage un peu financier, les performances du passé n'engagent pas celles du futur, quoi. Et sans doute qu'on a besoin de passer par ce type de grandes négociations qui sont nécessaires, mais pas suffisantes, pour reprendre l'expression de Cédric, pour engager une transformation profonde au niveau international. Et on voit bien qu'il y a des tipping points de temps en temps ou des effets d'entraînement qui se font. Alors peut-être qu'ils ne sont pas suffisants à tes yeux aujourd'hui et sans doute pas auprès de pas mal de perdus qui sont connectés ce soir, mais ça avance quand même. Et donc tout l'enjeu, c'est de se dire que cet effort d'atténuation qu'il faut engager et cette neutralité carbone qu'il faut viser à 2050, elle ne se fera pas sans finalement une forme de coordination internationale. Et ce qui est intéressant dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, en 2020, avec la COV-19, justement, c'est qu'on voit bien que dans ce marasme et sur des prises de conscience plus court-termistes, finalement, liées à la crise sanitaire, une forme de coordination internationale se fait. Et assez inédite, il faut bien l'avouer. Si je t'avais raconté la vie qu'on a vécue depuis 8 mois, il y a 1 an ou 2, tu ne m'aurais pas cru. Eh bien, laissons un message d'espérance autour de ces COP pour se dire qu'il y aura une post-COP 21, je ne sais pas laquelle, qui fera qu'une forme de coordination internationale se mettra en place avec un effet d'atténuation beaucoup plus rapide que celui qu'on voit aujourd'hui et depuis 30 ans. Alors, il y a une question, y aura-t-il une mise à jour de la fresque avec le prochain rapport du GIEC? Eh bien, la réponse est oui. Déjà, la fresque avait évolué à la sortie du 5e rapport avec des nouveaux graphiques, etc. Donc, ce sera le cas. Et j'aurai besoin d'aide de la part des fresqueurs pour m'aider pour me faire des suggestions, des propositions sur les graphiques qui seront sortis. Merci pour la question. Ensuite, dans le cadre des négociations européennes, le budget climat, quels sont les rapports de force? Quel parallèle avec votre conférence peut-on faire? Antoine, est-ce que ça t'inspire? Ouais, bah, écoute, l'Europe, c'est un petit monde. Donc, à l'évidence aussi, il y a une forme de négociation qui se fait entre les pays européens. Et si je te prends des exemples concrets, regarde la Pologne et regarde le mix énergétique de la Pologne, qui est encore largement fossile, et notamment sur la production électrique avec le charbon, et sur lesquels les intérêts ou l'effort d'atténuation à déclencher est beaucoup plus compliqué que pour d'autres qui ont déjà engagé une forme de transformation. Il y a l'Angleterre qui me venait à l'esprit un instant parce qu'il y a Michael qui est connecté, mais il faut que je me fasse à l'idée que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Mais donc un certain nombre de pays ont déjà engagé une forme de transformation et des efforts d'atténuation certains, et d'autres, c'est plus compliqué et jouent aussi le même rapport de force qu'on voit au niveau onusien avec on est moins riche ou on a moins joué sur la corde des fossiles pour se développer, donc ce n'est pas à nous de bouger en premier, c'est à vous. Donc on a en fait, l'Europe, c'est un petit monde. Et ce qui me paraît intéressant, et merci de poser cette question, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'Europe aujourd'hui est reconnue comme une forme de leadership mondial dans la négociation climatique, et il serait vraiment dommageable à ce que les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux avant d'aller négocier à l'échelle de l'ONU, parce que sans ce rapport de force cohérent au niveau de la première puissance mondiale, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, l'Europe, c'est la première puissance mondiale, eh bien, sans doute que la négociation climatique au sein des COP sera moins efficace avec moins de résultats. L'Europe, c'est compliqué au niveau des négociations parce que il y a les positions des pays. En fait, les pays sont présents en tant que pays, plus en tant qu'Union européenne, et ils doivent négocier en tant qu'Union européenne, se mettre d'accord dessus et se mettre d'accord quasi à l'unanimité. Donc c'est compliqué. La négociation de l'Europe dans les négos climat, c'est assez compliqué. Et après, au niveau des politiques climatiques à l'intérieur de l'Europe, c'est compliqué aussi parce que si on regarde par exemple la possibilité d'une taxe carbone en Europe, il faudrait l'unanimité pour la mettre en place puisque c'est du fiscal. Donc en gros, il faut que les États sont souverains, donc il faudrait qu'ils soient tous d'accord. Et du coup, c'est une des raisons majeures pour lesquelles on n'a pas opté pour ça. On a opté pour les quotas et ce serait compliqué de faire autrement. Par exemple, la Pologne ne sera jamais d'accord pour mettre en place une taxe carbone. Mais donc, s'il devait se passer des choses intéressantes en Europe, y compris avec la Pologne qui freine des cas de fer, ce serait à condition qu'on arrive à les dédommager financièrement suffisamment pour qu'ils puissent accepter des choses. Donc, notamment les Polonais, je pense qu'il faudrait qu'ils deviennent vu qu'ils sont un peu condamnés techniquement par le charbon pendant encore un certain temps, ils pourraient devenir des champions de la
de la séquestration du CO2. D'ailleurs, c'est une idée que défend beaucoup Jean-Marc Jancovici, parce que c'est des bons candidats pour ça, mais il faudrait investir beaucoup de R&D chez eux pour que ce soit le cas. Donc ça va sûrement, enfin, comme d'hab, il faut que ça se traduise à la fin par des transferts financiers pour que ceux qui sont contre, il va falloir acheter leur accord à l'arrivée. Et il faudrait changer de braquet, si tu me permets, Cédric, parce que pour Ouais. bien connaître le sujet de la technologie CCS, de capture et séquestration de CO2, ce qui avait été envisagé à Copenhague, qui était très ambitieux, n'a pas du tout été réalisé en termes d'investissement et de R&D dans les 10 années qui ont suivi, donc jusqu'à aujourd'hui. Et on ne peut pas compter, comme on comptait il y a 10 ans, sur le CCS comme effort d'atténuation pour la neutralité carbone à 2050. Ouais. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est trop tard d'en faire du CCS, mais il va falloir quand même changer de braquet autrement, et notamment avec les Polonais. Ah, clairement, oui. Ouais. Alors, Karine, n'est-ce pas contre-productif d'avoir des COP climat séparés des COP biodiversité? Oui, enfin en même temps, les sujets sont assez compliqués comme ça, donc je ne sais pas comment. Là, c'est une question qui est assez technique en fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait mettre les deux dans le même panier. Par contre, ça m'évoque un sujet, hein, ce point-là. Les négociateurs climat, vous pourriez vous imaginer que ce sont des experts du climat. Et du coup, ils font les négos climat, et puis après, il y a d'autres experts de la biodiv qui vont faire les négos sur la biodiversité. Et ça pourrait être une des raisons pour lesquelles on fait les négos séparés, parce qu'on ne peut pas être expert des deux en même temps. Bon, enfin, on peut, mais eh bien, la réalité, et on l'a vu à Madrid, c'est que les négociateurs climat ne sont pas du tout des experts du climat, mais alors loin de là. Alors c'est assez flippant hein, de découvrir ça. Donc je ne vais pas citer de personnes en particulier, mais on a eu l'occasion de faire jouer à la fresque des gens qui sont négociateurs depuis 15 ans et à des niveaux très très élevés de responsabilité. Ils étaient devant la fresque, ils apprenaient presque autant que le grand public devant ces sujets-là. Voilà. Donc c'est assez angoissant de découvrir ça quand on est sur place. Voilà. Antoine, tu as un avis sur biodiv, climat? Non, écoute, je te propose qu'on enchaîne sur les autres questions. Ouais. Alors, ouais. Paco, Bailly, tu veux la prendre? La différence de philosophie J'avais compris qu'il y avait J'avais compris qu'il y avait une différence philosophique importante entre l'approche cap and trade de Kyoto et l'approche contribution volontaire NDC de Paris. Pouvez-vous revenir sur cet aspect? Quand s'est passé ce changement de philosophie? Pourquoi et les implications? Est-ce que ça t'inspire? Moi, pas beaucoup. Oui, alors c'est en effet le gros changement entre avant et Paris. Entre on est dans l'avant Paris, hein, parce que les INDC qui sont devenus les NDC, ça date avant Paris, mais donc les négociations à Paris se sont basées sur des engagements volontaires de chacun des pays. Alors d'où ça vient, je suis désolé parce que j'ai pas de réponse à ça, mais en effet, il y a eu un très gros revirement de philosophie qui consiste à dire on va pas pouvoir forcer les pays à prendre des engagements. Et c'est peut-être. Tu t'es mieux. C'est peut-être la méthode Fabius qui consiste à vouloir faire un travail plutôt de diplomatie et de convaincre chaque État de faire le maximum et également mettre la pression sur les États d'à côté. Est-ce que ça fait une grosse différence à l'arrivée? Je ne sais pas, parce que dans un accord comme Kyoto, les pays qui ont pris des engagements, il fallait qu'ils soient d'accord avec l'engagement qui était fixé hein, aussi. Donc à l'arrivée, pourquoi pas. Donc le pourquoi je ne l'ai pas, mais je confirme en effet que c'est très très différent comme philosophie, puisqu'on veut que chaque pays se détermine tout seul sur ce qu'il va faire comme engagement. Alors, on va avancer dans les questions. Pensez-vous que les dirigeants actuels ont conscience des enjeux, et si oui, s'ils le font plus ou moins volontairement l'autruche au profit de l'économie, du climat social et potentiellement d'un prochain mandat? Eh bien, c'est une très bonne question. Donc, en effet, les dirigeants actuels, donc, il y a les deux. Hein, à la fois, ils ne sont pas conscients des enjeux parce que leur niveau de connaissance sur le climat, il n'est pas tellement au-dessus de la moyenne des citoyens. Ensuite, ils sont également, en effet, très sensibles à leur prochaine élection, leur prochaine réélection et à ce que leur souffle à l'oreille les entreprises. Donc,
mon témoignage là-dessus, c'est par rapport à mon expérience au Shift, où pendant 6 ans, j'ai fait au sein du Shift du lobbying d'intérêt général pour aller voir les politiques et leur dire, bah, voilà, on a bossé sur un sujet, vous comprenez, on a mis autour de la table les meilleurs experts, les parties prenantes, donc on a un truc qui tire la route normalement. Les gars en face nous répondaient, bah ouais, c'est sur le fond, vous avez raison, mais en fait, politiquement, ça va être compliqué, donc bon, je garantis rien, quoi. Et aujourd'hui, moi, ma conviction personnelle, hein, c'est que les politiques ne servent pas à grand-chose dans ce sujet-là. Il faut aller convaincre ceux qui leur parlent, c'est-à-dire les citoyens et les entreprises. Et c'est comme ça qu'on va bouger les choses. Voilà. Donc, évidemment qu'il faut voir les politiques, hein, c'est pas, il faut pas caricaturer non plus. Il faut les voir au moins pour qu'ils réagissent. Ils réagissent pas avec 10 ans de retard à l'évolution de l'opinion publique et de la position des entreprises. Donc, c'est les citoyens et les entreprises qui vont faire bouger les politiques. Il faudra quand même voir les politiques pour qu'ils se mettent à jour assez vite et qu'ils ne s'attendent pas 10 ans. J'ai une réponse un peu contrastée par rapport à celle de Cédric, qui est celle de dire souvent une expression qu'on a les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où le citoyen, en votant, il considérera le sujet du climat comme un élément essentiel, on va dire, de son vote, peut-être qu'il y aura des choses qui bougeront, ou en tout cas sur un pas de 5 ans, parce que ceux qui ne feront pas bien ne seront pas réélus. Pour aussi apporter un autre élément à cette question, je crois malheureusement qu'il y a aussi parfois un peu de cynisme. C'est-à-dire que pour avoir rencontré un certain nombre de dirigeants de ce monde de ces dernières années, au niveau européen, au niveau des États, certes parfois, et je confirme ce que dit Cédric sans citer personne, il y a un niveau de connaissance qui peut être extrêmement faible, hein, soyons clairs. De temps en temps, c'est même presque le contraire, je suis même parfois assez impressionné du niveau de connaissance fine, hein, des éléments sur le dérèglement climatique qu'ont un certain nombre de décideurs. Et pourquoi ces gens-là ne bougent pas plus ou pas assez? Parce qu'il y a des intérêts qu'ils considèrent comme des intérêts premiers à défendre au-delà de ce sujet mondial et climatique. Rappelons quand même la diversité des impacts, hein. On parle beaucoup de moyenne globale, de 2 degrés, de baisse des rendements agricoles, généraux, etc. En fait, c'est l'écart type par rapport à la moyenne qui va beaucoup varier, hein, avec ce dérèglement. Et certains pays qui peuvent parfois tout perdre ou perdre un peu, il y en a d'autres qui vont même gagner. En rendement agricole, typiquement, il y a des pays qui vont pouvoir bénéficier d'un réchauffement global. Donc, les impacts sont contrastés, ne sont pas les mêmes, et du coup, les intérêts d'une nation, et c'est bien ça la négociation COP et qui est menée au sein de l'ONU, c'est les intérêts des nations qui sont mis autour de la table, et bien parfois, les intérêts ne sont pas les mêmes, donc forcément, ça diverge. Quels devraient être les principaux axes et résultats de Glasgow pour avoir un espoir de ne pas dépasser les 2 degrés? Alors à Glasgow, on est 5 ans après, 6 ans du coup, hein, 5 ans en théorie après l'accord de Paris, et donc c'est le moment de revoir les ambitions de chacun des pays. Donc ça faisait partie des gros enjeux de l'accord de Paris, hein. C'était faire en sorte que les engagements soient révisables au cours du temps. Donc ça a été le cas, et donc là, ils vont devoir les revoir un petit peu. Franchement, il y a une autre question qui est de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre. Il ne faut pas attendre grand-chose, hein. On va pas avoir des engagements qui nous alignent avec les 2 degrés. Il ne faut pas rêver. Et si jamais c'était le cas, ils vont avoir beaucoup de mal à être respectés. Donc, voilà, il faut espérer qu'il y ait une légère amélioration des engagements respectifs de chacun des pays, et ce sera déjà pas mal. Mais j'ai envie de dire que, vu ce qu'on s'est dit jusqu'ici sur le côté sensibilisation et mettre tout le monde dans la balance, si on avait la thématique de Action for Climate Empowerment qui prenait de l'ampleur à Glasgow, ce serait déjà un très très bon début, parce qu'à mon avis, il ne se passera rien tant que les citoyens ne sont pas convaincus et formés sur ces sujets. Et si tu me permets ce mot en plus, tu parlais des coalitions tout à l'heure. Il y a quand même des choses qui se passent au niveau des coalitions, non pas forcément des pays, mais d'autres parties prenantes. Et moi, je pense par exemple aux coalitions des villes. Et je ne sais pas si vous avez suivi aussi cette montée en puissance d'un certain nombre de coalitions de villes, dont la maire actuelle de la ville de Paris est dans la première ligne, mais pas qu'elle. Et là, quand même, certes, ce sont des coalitions, certes, ça remonte au niveau des négos internationales, mais il y a quand même, du coup, ça répond à des déclinaisons très localisées. Et en fait, on revient à une forme de régionalisation des politiques d'atténuation qui sont agrégés pour remonter à l'échelle internationale, mais on a des leviers d'action qui sont peut-être beaucoup plus probants et beaucoup plus accélérateurs finalement de l'atténuation que ce qu'on peut espérer de grands macro-pays ou de pays qui mettent en place, qui mettent en œuvre. Tout ça va durer du temps et c'est incompatible avec l'urgence climatique. Donc moi, je crois aussi beaucoup aujourd'hui
un certain nombre, par exemple, d'États américains. Les États-Unis, souvent, sont cités comme étant très en retard sur le climat. Il y a des États américains qui mettent en place aujourd'hui des politiques d'atténuation qui sont extrêmement ambitieuses et efficaces. Peut-être pas assez, mais relativement très ambitieuses et efficaces. Et pareil pour les villes, il pourrait se passer des choses dans les prochaines années. En tout cas, j'y crois. Quand on entend la maire de Paris dire je me dois de prendre de mettre en œuvre une politique ambitieuse en matière de climat ou d'environnement, parce que je serai jugé plus tard et peut-être même juridiquement, parce que le juridique me rattrapera, bah, ça incite peut-être nos décideurs et nos représentants à aller plus vite et accélérer. Sensibiliser, yes. Comment former les médias à parler du changement climatique de manière factuelle, sincère et constructive, car ils sont de vrais influenceurs? Eh ben, c'est une très bonne question. Et si tu as On la invite réponse, Cédric à BFM TV déjà. voilà, ça se fait de temps en temps, mais ça suffit pas du tout, malheureusement. Non, mais c'est un vrai sujet, hein, les médias, ils sont sous pression de l'audimat et le climat, c'est pas ce qui fait vendre le plus, donc c'est compliqué. Je pense qu'il faut arriver à toucher leurs fibres citoyennes et écolo. Et donc, on fait des choses, on essaie de faire des fresques pour les journalistes, mais ceux qui ont l'occasion d'aller fresquer des journalistes, faites-le. Et surtout, n'arrêtez pas de les harceler jusqu'à ce que ça fonctionne, parce qu'il y a vraiment besoin. Voilà, j'ai que ça à dire. Et saluons en passage Laurent Esposito, le directeur de la Fresque, qui est arrivé cet été, qui a un passé, je crois, assez prononcé autour du journalisme et qui va peut-être jouer quelques petites cartes là-dessus. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de réussite là-dedans. Nous ouvrir quelques portes, exactement. Une idée pour avoir un impact sur les négociations internationales en tant que particulier. En tant que particulier, tu prends un bus ou un train pour aller à Glasgow avec nous et on va fresquer comme des fous pendant Glasgow, et ça peut avoir un petit impact sur l'ambiance des négos et de la fresque. En dehors de ça, Same. je sais pas très bien quoi dire. Parce que j'aurais beau là, être comme toi, Cédric. Viens avec nous à Glasgow. Le coup d'écrire à son député, ça va pas marcher. Parce que c'est pas les députés qui négocient, c'est des diplomates qu'on connaît pas bien, on sait pas qui c'est, je sais pas. Est-ce que la diplomatie du climat a donc une particularité intrinsèque? Je pense à la diplomatie de l'océan et de la mer notamment. Est-ce que la notion des communs est dorénavant intégrée automatiquement, prise au sérieux au moins? On voit que rien que le sujet des mers internationales, ouvert à tous les fantasmes possessifs, que ce n'est pas le cas dans tous les secteurs. Eh ben oui, en effet, c'est une diplomatie assez particulière, la diplomatie du climat, mais en effet, c'est basé sur la notion des communs, et c'est pour ça qu'il y a des négociations internationales. Là, en 92, quand on s'est vu à Rio, c'était pour faire le constat que le climat est un commun, et c'est écrit d'ailleurs dans la CNUC ou dans l'accord de Paris, je ne sais plus, ou même les deux. C'est un commun. Et il faut le gérer comme tel, et c'est pour ça qu'il y a des négociations internationales. La diplomatie pour l'océan et la mer notamment, peut-être qu'Antoine, tu as plus de billes là-dessus, toi? Oui, c'est plus une parabole. J'ai l'impression que tu nous invites à une forme de parabole ou de parallèle avec le droit international et les négociations qu'il peut y avoir sur ce territoire qui appartient à tout le monde finalement, et qui est effectivement l'objet de fantasmes et d'enjeux de possession aussi, hein, des ressources qu'il peut regorger. Donc non, je n'ai pas vraiment à dire en plus, à part le fait que c'est sans doute une enceinte assez particulière quand même, la négociation internationale. De là à dire que la négociation internationale climatique est particulière dans cette enceinte de négo, j'en suis pas certain, à part peut-être que le sujet fait partie des sujets les plus compliqués, puisqu'il s'agit de trouver des solutions de très court terme sur des impacts qui vont plutôt s'exercer sur le long terme. Donc ça, c'est une spécificité très forte à la négociation climatique, mais de là à penser que ce qu'il se passe dans cette enceinte onusienne est différent dans une COP que dans d'autres types de négociations, j'en suis pas certain. Alors après, j'aime beaucoup la question de Jean-Louis Pont. Peut-on affréter un bateau fresque pour Glasgow? Eh ben, carrément, moi j'ai envie de dire plutôt une escadre entière de 5-6 bateaux qui partent de Normandie, de Bretagne. Des voiliers, hein. À des voiliers, bien sûr, ouais, et qui vont jusqu'à Glasgow. Je ne sais pas si on va jusqu'à Glasgow en bateau, mais sinon, on s'en rapproche pas mal, à mon avis. Et c'est même assez possible qu'on puisse y aller, hein. Je ne serais pas étonné. Donc, carrément. Et donc, comme d'hab, au sein de la fresque, c'est la duocratie. Donc,
monte le projet, moi je suis chaud. Quel est le rôle du fresqueur? Bon, bah, on est donc fresqueurs et fresqueuses, c'est le terme pour parler des gens qui sont animateurs de la fresque du climat et qui peuvent animer. Donc, Muriel, si tu n'as pas encore eu l'occasion, tu peux venir te former à l'animation via l'association. Il est 20h45, Cédric, on prendrait Ouais, on va trois dernières peut-être questions. s'arrêter là. Je vois que, ouais, elle a une dernière. Ah, bonne question. Pensez-vous que les nations les plus pollueurs seraient prêts à faire autant d'efforts pour le climat qu'ils ont fait pour le virus? Comment les pousser à le faire? Alors, je ne sais pas s'ils peuvent, mais en tout cas, le Covid, ça a été très intéressant sur le plan suivant, qui est ce qu'on pensait impossible, on l'a fait quand même. Et le climat, c'est un peu ça. Sauver le climat, ça semble impossible, mais il va falloir le faire quand même. Donc, des choses il y a un an, on nous aurait dit que voilà, on va rester enfermé chez soi, comme disait Antoine tout à l'heure, on va rester enfermé chez soi, on va mettre un masque sur la figure pour sortir, etc. Ça aurait été, on n'aurait jamais cru que ça allait arriver, et pourtant, c'est arrivé. Donc, je pense que ça a vachement ouvert les chakras et ouvert l'esprit sur le fait que des trucs qui semblaient impossibles, on l'a fait quand même. Et voilà. Donc peut-être, enfin, l'avenir nous le dira, mais peut-être qu'on va dire merci à ce virus. Peut-être, Allez, ce sera le mot de la fin. et il y a un petit mot sur la sidération quand même qui nous a tous emportés avec cet éclatement de virus et cette pandémie qui a sans doute justifié des actions politiques et de concertation politique internationale assez inédites. Espérons quand même, je préfère finir sur ces notes de perspectives positives, qu'on n'attende pas une forme de sidération liée à l'effondrement ou autre, un peu compliqué, pour agir. Et donc, la fresque, mais aussi plein d'autres choses, évidemment, permettent justement peut-être d'être un peu sidéré, mais un peu plus tôt que la véritable sidération de l'effondrement pour pouvoir agir plus tôt. Merci beaucoup à tous pour votre participation, pour vos nombreuses réactions sur le chat et vos multiples questions. On n'a pas pu tout traiter malheureusement. On en refera des comme ça à l'avenir, je suppose. Et je vous rappelle également qu'on fait des zooms régulièrement pour informer tout le monde des actualités. Alors, je vais peut-être vous donner tout de suite le lien pour le zoom du 22 septembre. Hop, il est là. Alors, ça, c'est un zoom. Ouais, bah, je n'ai pas l'Eventbrite parce qu'on n'a pas dû le faire. Donc, je vous donne le zoom et je vous donne dans ces cas-là également l'information dans le chat. Et c'est le 22 septembre. Décembre, merci. Je suis fatigué à cette heure-là. Voilà, notez bien cette information-là. Ce sera un Zoom avec l'équipe de la fresque pour vous tenir au courant des grands projets qui sont en cours, notamment la COP. Et eh bien, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour qu'on soit 1 millier de fresqueurs et de fresqueuses à Glasgow dans un an pour faire connaître la fresque et pousser cet agenda de la sensibilisation au changement climatique au niveau mondial. Voilà, merci à tout le monde, merci Antoine. Ouais, merci à toi et merci à tous. Et cette perspective d'aller à Glasgow en bateau va faire passer une bonne soirée. Merci pour l'idée. Ouais. Salut à tous. Bonne soirée.